Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette seconde partie de la présentation intitulée Recycler à tout prix, recycler ou périr. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la première partie. Si ce n'est pas le cas, je vous y invite. En toute humilité, c'est intéressant. On essaie d'expliquer pourquoi et comment il y a une telle prolifération des déchets plastiques dans notre environnement et particulièrement dans nos océans. On y voit qu'on est malheureusement un peu tous responsables de cette situation, hein, tant individuellement que collectivement. On y voit aussi, comment dire, que, bon, que nos gouvernements, particulièrement les gouvernements occidentaux et particulièrement les pays du G7, ont eu une attitude jusqu'en 2018 assez, oui, un peu irresponsable, qui fait que dès l'arrêt des activités internationale de la Chine et de l'Asie du Sud-Est de façon générale, dès l'arrêt de leur importation de matières résiduelles étrangères, que beaucoup de pays, hein, pratiquement tous les pays occidentaux, ont été pris au dépourvu, puisque jusque-là, la Chine et ces pays étaient un peu les recycleurs du monde. Et suite à l'arrêt de leurs activités, beaucoup de pays, particulièrement les pays du G7, ne savent plus quoi faire de leurs déchets, hein, de l'accumulation de déchets. Et devant l'urgence et la gravité de la situation, ils n'ont pas d'autre choix que d'imposer des lois pour forcer le recyclage des matières plastiques résiduelles. Tout cela, un peu, c'est vrai, dans la précipitation et des fois l'improvisation la plus complète. Donc, quand on parle de loi, de quoi parle-t-on exactement? Donc, c'est là où on en était resté lors de la dernière présentation. Je vous disais clairement que voilà, que de plus en plus de pays établissaient, promulguaient des lois cherchant à forcer le recyclage local des matières plastiques, des déchets de matières plastiques, et que c'était déjà notamment le cas aux États-Unis, en Union européenne, au Royaume-Uni, au Japon, et que même la Chine avait mis en place une législation beaucoup plus sévère concernant la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Bon, de quoi ça a l'air, ces lois-là? Commençons par le plus proche de chez nous, hein, pour nos voisins américains. Alors, que se passe-t-il aux États-Unis? Quand on cite l'imposition du recyclage obligatoire des déchets plastiques, l'État qui est le plus souvent cité à terme d'exemple, c'est la Californie. La Californie qui a promulgué des lois à cet effet depuis 1991, notamment sur les sacs poubelles en plastique et sur les contenants de plastique rigide. Donc, depuis 1991, eux, ils sont un peu à l'avant-garde, ils sont pionniers en la matière avec le Japon. Ça fait depuis longtemps que la Californie met en place des lois pour un peu forcer le recyclage des matières plastiques. Mais là, ils sont passés, je dirais, à un autre niveau, à un autre cran là, dans leur démarche, puisque ils ont adopté en 2020 la loi Assembly Bill AB 793 qui impose que toutes les bouteilles de boissons en plastique contiennent au minimum 15% de plastique recyclé à partir du 1er janvier 2022, donc on y est. Hein. Ce quota minimum-là va passer à 25% dans 3 ans, donc dès le 1er janvier 2025. Et en 2030, il faudra que toutes les bouteilles de plastique qui sont commercialisées ou qui sont produites en Californie contiennent au minimum 50% de matière recyclée. Ou sinon, la pénalité, c'est que vous allez devoir payer 20 cents de dollars par livre de matière recyclée manquante. C'est-à-dire que, bon, disons maintenant, la loi qui s'applique maintenant, c'est que si vous commercialisez ou si vous produisez 1 tonne de bouteilles plastiques
bouteilles de boissons en plastique en Californie, vous devez y introduire 150 kg de matière recyclée au minimum. Vous pouvez faire déjà 50% si vous pouvez, mais il faudra, dans cette tonne de bouteilles plastiques, de boissons en plastique, vous devez y incorporer 150 kg de matière plastique recyclée au minimum. Disons que vous en faites la moitié, eh bien, vous devez payer l'équivalent de 0,20 cents par livre de matière que vous n'aurez pas respectée. OK? Donc, si vous continuez, si vous faites vos bouteilles de plastique qu'en matière vierge, eh bien, actuellement, hein, parce que depuis le 1er janvier 2022, la loi est effective, actuellement, vous devez payer une pénalité, une contravention hein, de 66 $ par tonne de bouteilles de boissons en plastique produites ou commercialisées. Si vous demeurez, si ça ne vous convainc pas et que vous continuez à produire rien qu'en vierge, eh bien, vous allez devoir payer à partir de 2025 110 $ la tonne et à partir de 2030 220 $ la tonne si vous continuez à faire des bouteilles de plastique, des bouteilles de boissons en plastique 100% vierges. La Californie ne s'arrête pas là. Oui, les contrevenants devront en plus remplir un rapport aux autorités pour essayer d'expliquer, de justifier pourquoi ils n'ont pas atteint le quota minimum de matière recyclée dans leurs bouteilles. Okay? Il y a d'autres lois qui s'en viennent qui ne concernent pas uniquement les bouteilles cette fois-ci. Je devrais rappeler que la Californie a déjà des lois concernant les sacs de poubelle en plastique et les contenants en plastique rigide, donc depuis 1991. Mais là, ils s'attaquent au plastique souple et au plastique semi-rigide. Donc là, il y a déjà une loi qui a déjà été acceptée par l'Assemblée et le Sénat. Donc, tout ce qui reste à cette loi, c'est d'être signée par le gouverneur. OK? Donc là, elle le sera, là, le Sénat et l'Assemblée ont déjà donné leur accord. Et cette fois-ci, cette loi va viser tous les contenants, les emballages thermoformés. Okay? Vous savez, les boîtes à salade, tout ça, c'est ça. Donc, tout ça, ce sera concerné par cette loi-là. Et là, je pense que le quota minimum qu'on va exiger est de 30%. Oui, je pense, oui, c'est 30%. Passons à un autre État qui a également mis en place, promulgué des lois similaires en la matière. Donc, c'est l'État de Washington, l'État, pas Washington DC, mais l'État de Washington, qui a passé une loi en mai 2021, Senate Bill, qui s'appelle SB 5022, qui concerne les sacs de poubelle en plastique, les bouteilles de boissons en plastique, les contenants de détergents domestiques en plastique, les contenants de produits cosmétiques en plastique. Donc, quand on regarde toutes les définitions, ça englobe pas mal de produits en plastique. Et puis là, vous voyez, c'est très complexe. Hein? Donc, il y a différentes dates d'entrée en application. Et bien sûr, là aussi, les producteurs doivent s'enregistrer dans un registre pour faire savoir qu'ils commercialisent ça et qu'ils vont devoir remettre des rapports annuels démontrant qu'effectivement, ils incorporent bien le quota minimum de plastique requis. Et donc, vous voyez que là encore, on va augmenter le quota au fur et à mesure des années, dépendamment du produit. Donc, vous voyez ici que pour les produits, les contenants de détergents domestiques en plastique, les cosmétiques, ça rentre en application à partir de 2025. Et puis, le quota minimum augmente jusqu'en 2031. Pour les sacs plastiques, ça va rentrer en application à partir de 2023. Là encore, le quota va augmenter au fil des années, ainsi de suite. Okay? Là, pour les contenants de boissons de lait ou de produits laitiers, hein, ça va entrer en application en 2028. Et là, ils sont encore en train de statuer pour le moment qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme système d'enregistrement et tout ça. Donc, vous voyez que faire du business aux États-Unis,
quand on est dans le domaine de la plasturgie, ça devient de plus en plus compliqué. On essaie nous, on lit des projets de loi, c'est vraiment pas user-friendly, comme ils disent. C'est vraiment très complexe. On essaie de se tenir au courant, justement, pour aider nos clients. Le monde est en train de changer pour les entrepreneurs de la plasturgie et l'industrie de la plasturgie en général. Donc, je pourrais vous parler de d'autres États, de l'Oregon, par exemple, et tout, mais je vous parle du Connecticut, qui lui aussi a promulgué une loi en juin 2021, donc l'an dernier. C'est la loi Senate Bill CTSB 928. Et bon, tout de suite, quand on a appris que le Connecticut avait aussi proclamé sa propre loi, on est allé essayer de télécharger le document. Et puis on s'est dit, non, il y a un problème là, on essaie de télécharger le document. Habituellement, c'est 30 voire 50 pages. Les lois, c'est 30 pages, 50 pages avec toutes les pénalités et tout. On s'est dit, mais non, on a raté quelque chose, ça a mal téléchargé. On a juste le premier paragraphe apparemment de la loi. Ben non, c'est bien ça la loi. La loi, c'est une loi de 11 lignes, très exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit, la loi? Ça dit que le Sénat demande à l'agence de la protection, leur agence sur la protection de l'environnement, qui s'appelle Commissioner of Energy and Environmental Protection, de se réunir avec toutes les parties prenantes au niveau du recyclage, donc les industriels, donc les manufacturiers, l'industrie de la plasturgie, les distributeurs, et les organismes de gestion des matières résiduelles, en tout cas équivalent par exemple ici de Recycle Québec et tout ça. Ils demandent à tout ce petit monde-là de se réunir, de faire une sorte de table ronde. Et d'ici, donc, comme vous le voyez, d'ici le 1er décembre 2022, donc avant la fin de l'année, ils veulent que cette table ronde-là, entre toutes les parties prenantes, soumettent au gouverneur de l'État du Connecticut, donc avant la fin de l'année, des recommandations par rapport aux quotas de matières recyclées qu'il faut imposer et à quels produits vendus au Connecticut. Ils veulent même aussi considérer les quotas qu'il faudrait imposer à peut-être d'autres produits, selon ce que je comprends, qui viendraient de d'autres États. Okay? Donc, on ne sait pas de quoi cette démarche va accoucher. Est-ce que ça va accoucher d'une souris ou d'un éléphant? Est-ce que ce sera encore sévère ou bien que ce sera juste une petite tape sur les doigts? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Il faut se souvenir de cette démarche-là, surtout quand on va parler de la situation ici au Canada. Je trouvais que la démarche est intéressante. La démarche est quand même inspirante. Je discute avec beaucoup de collaborateurs américains et les gens sont vraiment très inquiets là-bas. En tout cas, l'industrie de la plasturgie, l'industrie en général, est très inquiète là-bas. Non pas parce que il y a des impositions de quotas minimum de matières recyclées dans beaucoup de produits. Ça, ils ont compris que ça, c'était inévitable. On va voir, c'est une situation mondiale. Pratiquement tous les pays, en tout cas, mais particulièrement les pays du G7, ils sont tous en train d'imposer des quotas minimums de matières recyclées aujourd'hui. Ce qui les inquiète particulièrement, c'est que chaque État est en train de promulguer sa propre loi avec ses propres modalités, ses propres dates d'application. Donc, il y aura vraiment, comme ils disent, une espèce de mosaïque législative sur l'ensemble du pays américain. Et ça va devenir un véritable enfer pour un industriel qui fait du business sur l'ensemble du territoire. Ils ont peur de devoir pratiquement concevoir un type de produit presque par État, parce que chacun a ses propres exigences, chacun a ses propres registres. Donc, ils ont peur de virer fou avec ça à un moment. Donc, ce qu'ils ont fait, le tout-puissant Conseil de l'industrie chimique américaine, American Chemistry Council, donc le tout-puissant lobby de l'industrie chimique qui inclut bien sûr l'industrie de la plasturgie, a décidé de prendre le taureau comme on dit, le taureau par les cornes, là, de prendre les devants et attendez, et le Conseil de l'industrie chimique américaine demande à Washington DC, donc au gouvernement américain,
de statuer et d'imposer une loi, demandant à ce qu'on exige 30% de matière recyclée dans tous les contenants et emballages plastiques d'ici 2030. C'est leur fameux projet 30 avant 2030, donc 30 by 2030, et propose même un plan au gouvernement américain en 5 actions. Donc, c'est l'industrie, vous voyez comment le monde change, c'est l'industrie qui demande au gouvernement de bien vouloir leur imposer une loi qui va exiger qu'ils incorporent 30% de matière recyclée dans les contenants et les emballages qu'ils produisent. Et qu'il leur propose un plan pour y arriver concret de 5 actions. Et dans ce plan-là, on retrouve aussi, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est qu'on soit moins exigeant par rapport aux lois qui régissent notamment les usines de recyclage chimique des polymères. Il y a tout un débat à ce niveau-là, qu'il faut un peu relever, soulager les taux législatifs pour laisser à l'industrie du recyclage chimique un peu plus de marge de manœuvre, si on peut le dire. Donc, vous voyez que l'industrie de la plasturgie, parmi d'autres, aux États-Unis, se mobilisent et ils prennent le taureau par les cornes et c'est eux-mêmes qui vont proposer au gouvernement l'approche à suivre, les démarches à suivre concernant les quotas minimums de matière recyclée. Qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe aussi, ils ont adopté en juin 2019 la directive 2019-904 du Parlement européen sur la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur l'environnement. Et cette loi-là aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle instaure un quota minimum de matière recyclée qui va concerner tous les contenants de boissons en plastique de moins de 3 litres. Et le quota minimum exigé sera de 25% à partir du 1er janvier 2025, mais que pour les bouteilles en PET, donc les fameuses bouteilles transparentes, les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda et tout. Mais d'ici 2030, non seulement le quota va augmenter, il va passer de 25% à 30%, un peu comme ce que demande justement le Conseil de la chimie américaine. Et cette fois-ci, ça va concerner tout type de bouteilles de boissons en plastique. Alors, c'est quoi les pénalités si on ne respecte pas ces lois-là? L'Union européenne laisse le soin à ses États membres de décider eux-mêmes des pénalités qui seront encourues sur leur territoire respectif, mais demande néanmoins que ces pénalités-là soient dissuasives, que ce ne soit pas juste une petite tape sur le doigt, que ce soit vraiment des amendes ou bien des taxes qui soient quand même sévères, qui soient dissuasives. Donc, on voit bien que l'Europe aussi va dans cette direction-là. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? On sait bien, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, donc. Et eux aussi, ils ont adopté en juin, c'est pas une loi, enfin oui, c'est une loi, c'est une nouvelle taxe concernant tous les plastiques d'emballage contenant moins de 30% de matière plastique recyclée. Le projet de loi fait 50 pages, habituellement on les lit en diagonale, mais là, celui-là, on va y aller vraiment à l'article près, parce que si c'est bien ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, suite à nos premières lectures du projet de loi, c'est probablement la loi la plus sévère en ce moment, en tout cas derrière, dans toutes les lois qui sont promulguées à l'heure actuelle à travers le monde, c'est probablement, jusqu'à présent, en tout cas selon nous, la plus sévère. Par rapport au coût, tout simplement. Donc, 200 livres sterling pour tous les plastiques, 200 livres sterling par tonne concernant tous les plastiques qui contiendraient moins de 30% de matière recyclée. Ce sera effectif à partir du 1er avril, donc on est en mars, le mois prochain, là, ça rentre dans moins de 2 mois en fait.
c'est effectif. Et pourquoi elle est sévère? Parce que souvenez-vous que les lois aux États-Unis, c'est OK, on te fixe un quota minimum, et si tu ne le respectes pas, tu vas devoir payer la différence. C'est-à-dire, bon, disons qu'on te fixe ici 30%, mais que tu as que 15% de matière recyclée, tu vas devoir payer pour les 15% manquants, le poids qui correspond aux 15% manquants. Mais c'est pour ça qu'on est en train d'étudier le projet de loi en profondeur, parce qu'on se dit que non, ça ne peut pas être aussi strict, parce que si c'est aussi strict qu'on voit jusqu'à maintenant, là, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Là. Regarde, tu peux être à 20, à 25, à 26, à 27, à 29,5. On s'en moque. Tant que tu n'es pas à 30, tu vas payer la pleine charge, la pleine taxe. Donc, comme je dis, on est en train de faire une lecture un peu plus exhaustive, un peu plus détaillée du projet de loi, parce qu'il fait quand même 50 pages, parce qu'on a du mal à croire que ce sera aussi sévère. Nous, on pense qu'une approche, OK, punitive d'un bord, mais qui encourage les gens à dire, écoute, chaque année, si tu peux rajouter 1 ou 2%, ben, ça va te soulager. Je pense que ça peut décourager certaines personnes, certains industriels qui, pour le moment, travaillent rien qu'en vierge et disent, écoutez, ben, OK, on ne sera jamais à 30%, ça va nous prendre des années d'arriver à 30%, le temps de nous réorganiser, d'investir et tout. Si pendant toutes ces années-là, il faut qu'on paye cette taxe-là, c'est la faillite. Donc, on préfère mettre la clé sous la porte tout de suite et ne pas avoir à payer ce genre de pénalité qui, écoutez, dans le domaine de la plasturgie, les marges de profit sont faibles. Hein, c'est pas l'industrie qui est la plus rentable, hein, la plasturgie. Donc, quand vous avez ce genre de taxes à payer, même celles qui sont en train d'être promulguées aux États-Unis, il y a beaucoup de PME de la plasturgie qui ne peuvent pas qui peuvent pas survivre à ça et qui ne survivront pas à ça. C'est pour ça quand on dit recycler à tout prix, recycler ou périr, il y a celles qui, pour le moment, peuvent pas recycler encore à ce niveau-là, en tout cas. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de payer ce genre de taxes-là. Donc, c'est pratiquement un arrêt de mort. En tout cas, si vous faites affaire avec le Royaume-Uni, sachez que dès le mois prochain, si vous commercialisez, en plus leur définition est assez large, il faut aller dans le projet de loi pour voir tout ce qu'ils considèrent comme plastique d'emballage et des contenants plastiques concernés par la loi. Donc, si vous commercialisez des produits là-bas, ben, j'espère que vous avez au moins 30% de matière recyclée dans vos produits parce que ça va faire cher. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le Canada? Ça, on va réserver ça pour la troisième partie de la capsule. Je vais faire une troisième partie spécialement pour le Canada parce que qu'est-ce qui se passe au Canada? Bon, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tergivère, c'est que ça piétine un peu, hein, ça patine. Mais quand même, je veux rappeler, parce que ça finit bientôt, hein, le 14 mars, avant d'aller dans les détails, là on va aller dans les détails dans la troisième partie de la capsule, qu'en ce moment même, il y a une consultation publique effectuée par le gouvernement sur les enjeux des quotas minimum en matière plastique dans les produits plastiques au Canada. Donc, voilà le document très exactement. Donc, vous voyez, à la fin de ce document-là, il y a, je crois, 12 questions qui fait partie comment dire, de l'enquête, du référendum, en tout cas, de la consultation publique, où tout le monde à laquelle tout le monde peut répondre, hein, tout le monde peut y participer. Et justement, nous sommes en train de faire nos devoirs. Nous avions déjà lu tous les documents que le gouvernement avait proposés depuis 2019. Là, on va voir à relier les deux, imbriquer tout ça. On est en train justement de faire nos devoirs et de préparer tout ça avant d'aborder les questions qui se trouvent à la fin du document et voir comment y répondre au mieux. Donc, encore une fois, oui, comme on le met ici, industriel, ça vous concerne particulièrement.
pourquoi une consultation publique? Pourquoi ne pas faire comme le Connecticut? Bon, ça, on va en parler au cours de la troisième partie de la capsule qu'on réserve uniquement pour la situation ici au Canada, puisque c'est notre pays. Donc,